cette mythique salle de l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Le prétexte de cette rencontre, c'est la conférence que nous avions organisée pour recevoir Madame Régine Foumou, à ma gauche, qui est résidente à Londres, elle est camerounaise, elle est écrivaine, elle est également propriétaire d'une maison d'édition qui s'appelle Rema Publications, et le thème sur lequel elle va communiquer ce soir, c'est à la découverte de l'Eldorado cybernétique pour une pédagogie de l'immigration des Africains en Europe. Déjà été suffisamment abordé dans un autre contexte pédagogique, s'entend, à l'école normale supérieure, avec les étudiants de la filière lettres modernes françaises et également à la faculté des lettres au département d'anglais, avec les étudiants de master et de PhD, dans le cadre des enseignements intitulés Travel Literature, Gender, Sex and Scripture. Nous avons eu des convivialités avec Dr Régine Foumou, avec nos apprenants, et au terme donc de nos échanges, au terme donc de nos différentes rencontres, il s'était avéré qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part du public et ainsi que de la part de plusieurs apprenants qui voulaient découvrir tout ce qui se cache derrière les différentes relations créées et sécrétées par le système cybernétique. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pensé qu'une conférence publique ouverte à tout le monde pourrait donc être organisée au sein de notre université, si tant est que le recteur a à cœur de voir que toutes les couches sociales qui œuvrent ici à l'université de Yaoundé 1 puissent être informés au quotidien de tout ce qui peut permettre le développement endogène de notre espace immédiat et également de notre pays. C'est la raison pour laquelle le recteur, à travers le secrétaire général, a bien voulu mettre son accord pour que cette mythique salle serve de cadre d'échange et de partage autour de ce thème. Alors, qui est cette dame qui, évidemment, a eu l'honneur d'être reçue par l'Université de Yaoundé ce jour dans le cadre de cette conférence qu'elle va prononcer tantôt? Régine Foumou est évidemment une Camerounaise. Par son nom, vous comprenez très bien qu'elle est de l'espace culturel Fort Petit Boulou. Elle est née ici à Yaoundé. Elle a fait ses études en France et également en France et en Grande-Bretagne. En France uniquement. Elle a atteint le niveau de doctorat et elle a commencé à travailler en France et plus tard elle a immigré à Londres où elle y vit avec sa famille. Je vais m'arrêter à ce niveau juste pour que vous puissiez savoir que c'est une femme qui a un emploi, qui est une mère, qui a un époux et qui s'occupe avec beaucoup de cœur des questions concernant l'immigration et les échanges interculturels. À ma droite, c'est le docteur Tokoro Odile, qui est enseignante de droit public à l'université de Yaoundé 2. Nous avions pensé qu'autour de Madame Régine Foumou, nous pourrions
à apporter des personnes ressources qui soient des espèces d'adjuvants, des adjuvants éclairants qui puissent donc aider à mieux apprécier les contours de cette problématique qui est vraiment qui est un domaine et un phénomène qu'on ne saisit, insaisissable, qui est l'émigration et l'immigration. Et pour cela, Madame Togolo Odile, qui connaît très bien le Dr Régine Foumou, et qui évidemment a séjourné en Europe, et qui plus tard est revenue ici au Cameroun et qui enseigne, évidemment, nous apportera son témoignage par rapport aux attentes des uns et des autres, et surtout l'expérience de celle qui a été au front, qui est revenue, et surtout le regard que la société porte sur elle. Comment est-elle vue? Comment est-elle jugée au quotidien? Qu'est-ce qu'elle pense elle-même d'elle-même par rapport à ce qu'elle voit des autres qui ont, entre guillemets, réussi? Parce que c'est cela aussi le problème de l'émigration. Et à l'extrême gauche, c'est Madame Amélie James Kobina. Amélie James, j'ai dit quelque chose de mauvais? Non. Madame Amélie James Kobina est une personne que je suis vraiment incapable de présenter parce qu'elle est plurielle. C'est une femme plurielle. Elle est pluridimensionnelle. Elle est une femme qui travaille contre la traite des personnes. Elle est une femme qui travaille pour la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Elle est également une personne très portée sur tout ce qui concerne les trafics d'enfants, les trafics de personnes. Et c'est elle donc qui nous a été vigoureusement recommandée par le secrétaire général de l'université de Yaoundé, le professeur Jean-Emmanuel Boni, qui est un véritable féru des questions de l'immigration, puisque lui-même il a produit plusieurs ouvrages sur le sujet, qui nous a recommandé donc un adjuvant redoutable et efficace pour ce que nous voulions faire aujourd'hui, à savoir Madame Amélie James Kobila, qui était de passage par hasard au Cameroun, parce que, comme vous allez le comprendre tout à l'heure, elle est toujours entre deux avions, parce qu'elle est souvent interpellée et invitée pour des missions tout à fait spéciales, comme ce que vous regardez souvent dans missions spéciales et envoyés spéciaux à la télévision. Elle travaille entre parenthèses avec Scotland Yard, c'est-à-dire les services secrets anglais. Elle travaille avec la CIA, elle travaille avec le FBI, elle travaille également avec l'Interpol, elle travaille avec le Quai d'Orsay. Je n'exagère rien de lui donner la parole tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour que de sa propre bouche, elle puisse vous dire qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle le fait. Voilà, mesdames et messieurs, présenté très rapidement, de façon peut-être schématique, le panel qui va donc vous entretenir ce soir sur le sujet principal qui est l'immigration, mais au travers de la communication magistrale que donnera le docteur Régine Foumou. Et sa communication s'intitule « Pour une pédagogie de l'immigration des Africains à la découverte de l'Eldorado cybernétique pour une pédagogie de l'immigration des Africains en Europe ». Madame Foumou prendra la parole et après, ce sera donc le tour du docteur Togolo Odile. Madame Amélie James Kobila va clore, n'est-ce pas, cette première phase et elle va clore cette première phase avec une petite projection parce que ce que l'on dit, c'est virtuel. Ce qu'elle dira sera théorique, mais ce que vous dira donc Madame Amélie James Kobila, qui a travaillé avec Scotland Yard et la CIA, avec tous ces documents authentiques qu'elle va présenter ici, vous édifiera et probablement vous permettra de comprendre
les contours de ce phénomène qu'est l'immigration. Madame Régine Foumou, vous avez à présent la parole pour votre propos. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord prendre ce moment pour remercier tout d'abord le professeur Emmanuel Matateou, qui est vraiment un grand homme que j'ai rencontré à Genève en avril dernier, où j'étais allée présenter mon ouvrage « Descente aux enfers au pays des droits de l'homme ». Je vais en parler tout à l'heure un tout petit peu. Et je voudrais également remercier Madame et au docteur Odile Togolo, qui est aussi une grande dame, parce que je suis heureuse de vous apprendre que c'est un peu grâce à elle que je me suis engagée à faire une thèse de doctorat, parce que la toute première fois de ma vie où j'avais vu un mémoire de doctorat et que j'avais touché, c'était le sien, parce qu'elle m'avait permis de le lire en fait. Et elle m'a inspirée, c'est vraiment une grande inspiration et un honneur pour moi de l'avoir avec nous ici aujourd'hui. Je suis une très grande fan, admiratrice. J'ai beaucoup de mots pour Amélie ici à ma gauche, et elle le sait ou elle apprend, parce que ce qu'elle fait, je trouve qu'il faut beaucoup de courage, c'est un sacrifice, et c'est un combat de tous les jours, mais surtout un combat pour que nous, les femmes africaines, changions. Et c'est pour ça que je l'appelle une grande dame. Et elle pourra vous partager tout à l'heure, elle vous dira ce qu'elle fait exactement. Alors, je voudrais également remercier bien sûr le secrétaire général, Jean-Emmanuel Bondy, le secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, qui a permis que cette rencontre ait lieu aujourd'hui, puisqu'elle avait été reportée au mois d'avril, mais il a vraiment tenu à ce qu'on puisse vous rencontrer, partager avec vous et discuter également avec vous. Ce n'est pas simplement vous donner, mais on attend un échange dans quelques minutes. Je voudrais également remercier le vice-recteur, M. Tsala, qui n'est pas avec nous, qui devait normalement être avec nous, et qui soutient cette action. Et c'est très important pour lui que nous soyons là également. Donc, ce sont des personnes qui sont très très importantes pour nous, parce que l'action qu'on commence n'est qu'un processus, et c'est de longue haleine. En fait, l'immigration, c'est vrai que je la vis depuis de longues années. Étant partie en France à l'âge de 13 ans, donc je n'ai pas choisi de partir, on m'a envoyé, bien sûr, tant mieux pour moi, beaucoup diront aujourd'hui. J'ai grandi en Europe, j'ai vécu plus de 20 ans à Paris, et ça fait 6 ans que je suis à Londres maintenant. Donc je suis partie de Paris pour aller à Londres, j'ai également immigré, je vais aussi en parler. Alors, en gros, l'immigration c'est quoi? Tout le monde sait que les flux migratoires ne changeront jamais. Ça date des siècles et des siècles. C'est quelque chose qui touche à 2 territoires en général. En tout cas, on part d'un pays, on émigre pour aller vers un autre pays. Sinon, le problème d'immigration est devenu un réel fléau. Ce n'est pas simplement un problème, c'est devenu un fléau, simplement parce que les sociétés ont changé. C'est vrai que les sociétés ont également changé en Afrique. C'est pour ça que d'ailleurs les gens immigrent de manière massive. Mais au jour d'aujourd'hui, il est temps pour que nous, en Afrique, on s'arrête également, que nos gouvernants, en tout cas, prennent en charge ce problème. Donc, je vais en parler dans quelques minutes. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens immigrent et quelle est la forme d'immigration la plus courante? Parce que c'est ça qui va nous amener sur le sujet principal, c'est-à-dire l'Eldorado cybernétique. Les gens immigrent le plus souvent pour aller chercher du travail. À un certain temps, c'est ce qui se passait dans les années 60. C'est pour ça que les pays européens, occidentaux en tout cas, accueillaient davantage les immigrés africains parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Mais si on prend l'exemple de la France, dans les années 94, à partir des années 94, non, je partirai même à partir des années 85, où ils ont institué la carte des séjours et que les visas sont devenus obligatoires parce qu'à un moment donné, certains Africains allaient en France sans visa. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus continuer d'accueillir les immigrés de manière massive. Mais avec le temps, on est passé des visas qu'on donnait long séjour aux visas étudiants. C'est-à-dire que maintenant, on peut t'accueillir pour que tu viennes faire des études, mais quand tu fais des études, en fait,
le pays qui t'accueille s'attend à ce que tu retournes chez toi. Or, qu'est-ce qui se passe déjà dans le passé et encore aujourd'hui? C'est que quand quelqu'un va faire ses études, il ne rentre pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'il entre bien sur la place du travail, sur le marché du travail. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici, on suit la télévision, on est au courant de ce qui s'y passe, on voit que le chômage, c'est vrai, il est important ici en Afrique, au Cameroun notamment, mais de temps en temps, écoutez également des taux de chômage dont on parle en Europe. Je donne tout le temps l'exemple de l'Angleterre où je suis installée maintenant, 17% de chômage. Et j'arrive au Cameroun, on me dit 17% de chômage. Et la question que je pose, pourquoi et comment voulez-vous que l'Angleterre continue d'accueillir des immigrés? Donc, ce sont des questions qu'on va essayer de discuter, dont on va parler tout à l'heure. Donc, comme je disais, les facteurs migratoires les plus courants, c'est soit la migration de travail, on va chercher un travail, la migration d'études, la migration politique, parce il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il y a eu beaucoup de secousses politiques en Afrique depuis de longues années. Je ne parle pas que du Cameroun, la Côte d'Ivoire notamment, à un moment donné c'était le Burundi. Donc il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont partis en tant que demandeurs d'asile. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça rend difficile certains pays européens qui ne peuvent plus accueillir d'autres immigrés, parce que ceux-là sont restés. C'était des immigrés politiques, mais qui sont aujourd'hui peut-être ne sont plus des immigrés politiques, mais deviennent tout simplement des immigrés, parce qu'ils se sont installés quand leur pays était en guerre. Il y a également la forme la plus courante aujourd'hui, et qui concerne d'ailleurs le Cameroun, l'immigration de survie. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. L'immigration de survie, je vais la définir. C'est ceux qui font tout et n'importe quoi, mais pourvu que je parte. Et c'est celle que je dénonce dans mon ouvrage Descente aux enfers au pays des droits de l'homme. L'immigration de survie, c'est vrai, elle vient suite aux crises économiques. On connaît depuis 1994, il y a eu l'évaluation du franc CFA. On a dit que l'Afrique s'est appauvrie davantage. Mais vous croyez que l'Europe s'est enrichie? Regardez en ce moment. Ça a peut-être mis du temps, mais on est dans une crise européenne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration de survie est devenue un fléau pour l'Europe. Et également, c'est vrai qu'elle a pris une forme, je vais en parler, il y a diverses formes dans cette immigration de survie, parce que le plus de personnes qui sont concernées en Afrique aujourd'hui, ce sont les femmes. Et le mal qu'elle produit je ne peux même pas le nommer, parce que le plus souvent, ces personnes qui partent sans être préparées se retrouvent dans des situations indicibles, dans des situations où, à cause de la honte, à cause de que diraient les autres, que penserait c'est-à-dire le regard de l'autre. Quand je parle de l'autre, je parle de ceux qui sont restés. C'est ce regard-là qui fait que survivre à tout prix, même si je dois subir des atrocités, mais pourvu que je survive là-bas et que les autres ne sachent pas. Et encore pire, le problème que je vais aussi soulever ce soir, c'est celui de la diaspora. Ceux qui partent souffrent, mais ne disent jamais la vérité. Ils partent et souffrent. Il y en a qui s'endettent pour revenir parfois. Il y en a qui passent par des périodes que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils dorment. Moi, j'ai connu des personnes qui dormaient dehors, à l'extérieur, en hiver. Et je vous dis, quand c'est l'hiver, c'est moins 10. Imaginez que vous vivez dans votre frigidaire ou dans votre congélateur. C'est comme ça qu'il fait froid. Et que vous devez dormir dehors. À un moment donné, quand vous n'avez plus de choix, ces jeunes femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se prostituent. C'est une réalité. Bon, le fléau le plus grave, c'est que quand j'entends, j'ai eu des débats avec des étudiants, des étudiantes, et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'en fait, les jeunes aujourd'hui prennent en exemple ces jeunes personnes qui partent et décident d'aller se prostituer. C'est pour ça que je dis non, il faut qu'on s'arrête. À un moment donné, nous devons commencer à réfléchir et à voir comment est-ce qu'on peut avancer, parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette société-là que nous voulons pour l'Afrique. Alors, le problème, comme je l'ai dit, c'est la féminisation de l'immigration. C'est vrai que les femmes sont très braves en Afrique. Mais la forme d'immigration qui est en train de se mettre en place, malheureusement, a poussé l'image de l'Africaine à être totalement détériorée en Occident. Je vais vous donner un exemple. En 2008, j'ai un livre qui devait paraître.
J'ai donné l'ouvrage à l'éditeur en septembre 2007. En septembre 2007. J'ai eu un contrat d'édition. L'été 2007, je lui ai envoyé un email pour lui expliquer comment j'avais écrit ce livre-là. C'est un livre qui parle un tout petit peu également d'immigration. Malheureusement, le livre n'est jamais paru. Et ça parlait d'immigration et il y avait une histoire aussi d'une fille qui finit par se prostituer. Pour vous dire que je lui ai écrit, je lui ai parlé, il connaît mon parcours universitaire parce que c'est un éditeur qui m'a été présenté par un ami, mais au final, il a cru que c'était mon histoire. Pourquoi? Parce que l'africaine est devenue synonyme de prostitution. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. D'autre part, ce que je dirais, c'est que l'accueil des immigrés, c'est une question qu'on doit soulever en Europe, est devenu un problème. Pourquoi? Parce que l'Europe souffre. L'Europe n'a plus de place. Donc, il y a eu la fuite des cerveaux à un certain moment. On accueillait volontiers. Maintenant, ça ne peut plus marcher parce que l'Europe n'a plus d'emploi à offrir. L'Europe ferme ses frontières. Il faut que les Africains sachent que l'immigration en Europe, ce n'est pas que l'immigration africaine. Les immigrés viennent en Angleterre, par exemple, ils viennent en masse de Pologne parce qu'il y a des pays européens qui sont aussi pauvres que l'Afrique. Ils viennent en masse de Pologne. D'ailleurs, il y a des problèmes. Vous allez, Madame Amélie James Covella va vous en parler, où des prostituées des pays de l'Est tuent des prostituées africaines, tout simplement parce qu'elles sont déjà suffisamment moins chères, celles des pays de l'Est, et les Africaines cassent encore plus le marché. Donc c'est pour vous dire, non, elle va vous en parler de manière pratique dans un instant, mais c'est simplement pour vous attirer l'attention parce que, à vouloir partir à tout prix, vous ne vous imaginez pas qu'il y a d'autres pays également qui veulent partir. À la différence que les Polonais, par exemple, ils sont européens. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plus d'emploi. Et vous, comment est-ce que vous voulez qu'un Africain, vous arrivez, on va vous donner une carte de séjour, alors qu'il y a peut-être des Polonais qui ont déjà, par leur statut d'Européens, ont plus de droits que vous. Donc ce sont des réalités qu'il faut commencer à dire aujourd'hui. Il n'y a plus de place. Donc c'est pour cela qu'il est temps que nous commencions à œuvrer pour nos nations à nous. Je parle des nations africaines, je ne parle pas que du Cameroun. Il faut qu'on commence réellement. Maintenant, le problème de l'Internet, qui est une réalité de plus en plus virtuelle. L'Internet, beaucoup l'utilisent pour, espérant trouver un compagnon ou une compagne, pour se marier. C'est une réalité, il suffit d'entrer dans les sites de rencontres. J'ai lu récemment, je crois il y a quelques mois, une histoire d'une jeune fille qui avait son copain ici au Cameroun et je crois qu'ils se sont chamaillés et elle était dans un cybercafé et je crois qu'elle a dû oublier son soutien-gorge. Je l'ai vu sur un magazine camerounais en ligne et le copain en fait est arrivé, je ne sais pas ce que la jeune fille faisait, avec un correspondant à travers Internet. Vous imaginez, elle garde une relation réelle qu'elle a sur place pour une relation virtuelle. Simplement parce qu'elle pense que grâce à cette relation, elle pourra voyager. Il faut qu'on arrête. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe a compris que l'Internet c'est dangereux. Pourquoi? Aujourd'hui, dans toutes les écoles, j'ai des enfants, un dans le secondaire, un dans le primaire. À chaque rentrée scolaire, on nous envoie à la maison une feuille que moi, maman, je dois lire à mes enfants pour leur faire comprendre qu'à l'école, ils n'ont pas le droit d'aller sur les sites de rencontres, sur Facebook, tout ce qu'on appelle le social networking. Ils n'ont pas le droit. Les seuls sites auxquels ils ont accès à l'école, ce sont les sites de recherche. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point dans cette lettre que je reçois, c'est pour me sensibiliser en me disant, est-ce que vous avez activé le contrôle parental sur votre ordinateur pour que, quand je ne suis pas là, mon fils, d'ailleurs je n'ai que des garçons, n'aille pas taper et tomber sur les sites pornographiques. Aujourd'hui, la question est grave parce que j'ai appris en arrivant ici que d'ici 1 an maximum, on aura la fibre optique au Cameroun. Ce qui veut dire l'accès à Internet pour presque tout le monde. Ce qui veut dire quoi? L'accès à Internet à presque tout le monde offre également un grand terrain pour que la perversion qui se passe là-bas à travers Internet prenne
entre dans nos maisons. Exactement. Donc, il faut faire très attention à cela. C'est pour cela qu'il faut en parler maintenant. Si l'Europe prend des mesures depuis au moins, je dirais, 6, 5, 7 ans, ils prennent des mesures pour protéger leurs enfants, c'est parce qu'ils ont compris les dangers de l'Internet. Aujourd'hui, nos jeunes filles africaines n'ont pas compris. Elles continuent sur les sites de rencontres. Et comme je le dis à chaque fois, vous croyez qu'il n'y a pas assez d'Africaines ou d'Africains, puisque ça ne concerne pas que les filles. Il suffit d'aller à la porte de nos filles à Paris pour voir que ce sont les hommes, et le plus souvent et de plus en plus les Africains, qui se mettent là pour se constituer. Donc ça ne concerne pas que les femmes. Au jour d'aujourd'hui, Internet ouvre une porte dans vos maisons, c'est à nous de stopper. Et c'est à nous de dire aux jeunes, aux femmes surtout, parce que ce sont elles qui n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas trouver un correspondant, une personne qu'on ne connaît pas, à 6000 km de chez soi et lui donner sa confiance. Ces personnes-là viennent en Afrique, vous disent tout le bonheur qu'il y a en Europe. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais le problème, c'est qu'elle ne vous donnera jamais la réelle motivation de sa venue. Si vraiment quelqu'un est bien portant, je parle bien mentalement, pourquoi chercherait-elle une personne sur Internet? Elle ne peut pas trouver sur son lieu de travail? Elle ne peut pas trouver dans son voisinage? Si c'est vraiment les Africains, il y a des boîtes de nuit africains. Mais elle se dit, bien qu'en Afrique, je peux en trouver une. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en planifiant d'aller en Afrique, j'aurai le pouvoir. C'est d'abord une recherche de pouvoir. Le pouvoir vient par le fait qu'une fois que tu dépends de la personne, elle peut faire de toi tout ce que tu veux. Elle a du pouvoir sur toi, non seulement parce qu'au moment où tes papiers vont finir, le chantage commence. Et en général, c'est cela. Et, excusez-moi de le dire, ça ne passe pas que uniquement avec les Européens. Certains frères africains viennent ici chercher de jeunes filles et font exactement la même chose. Et en général, vous verrez que ces mariages-là, ce sont des mariages un peu arrangés. On ne connaît pas vraiment la personne, c'est peut-être la copine de l'ami de la famille. On dit on va te placer. Mais votre frère qui est parti depuis des années, vous savez comment il vit? C'est pas parce que vous avez 30 € tous les jours ou toutes les fins du mois que tout va bien pour lui. À un moment donné, cette personne que vous ne faites pas, est-ce que vous croyez qu'elle n'avait pas de personne avec qui elle vivait autour d'elle? Ou qu'elle ne pouvait pas trouver une correspondante? Donc il faut faire très attention. Les rapports à longue distance. Aujourd'hui, on ne parle plus de mariage blanc en France, on parle de mariage gris. La France, par exemple, a déjà pris des dispositions pour toutes ces formes d'immigration. À un moment donné, on parlait même d'instituer l'ADN pour, parce que vous connaissez les familles africaines, les gens viennent, ils prennent les enfants, madame va vous en parler dans un instant, mais c'est uniquement à cause des dérives que l'État français, par exemple, je prends un exemple ici, a découvert. Ces dérives-là sont réelles. Et ça part toujours du fait que les gens décident d'émigrer de manière irresponsable. Vous ne pouvez pas compter sur les gens. Vous ne pouvez pas vous dire, j'ai déjà quelqu'un là-bas, je décide de partir. C'est pas comme ça. Il faut préparer, si vous voulez immigrer absolument, il faut préparer son immigration. Donc, ce que je dirais enfin, c'est ce que j'appelle l'illégalité légale. On vous laisse. Paul, allez recevoir les gens. On vous laisse, on vous permet de vous installer. Je vous donne l'exemple de l'Angleterre. Vous pouvez rester en Angleterre un certain nombre d'années pendant 3 ans. On sait que vous êtes là. L'État en laisse que vous êtes là. Vous allez même travailler. Mais un jour, dans votre lieu de travail, on vient, on frappe. Monsieur, votre avion vous attend à 17h. Vous n'avez pas le droit de dire, vous ne pouvez rien dire de toute façon. Vous n'avez même pas le droit de rentrer chez vous. L'avion qui m'a ramené ici, j'ai assisté à une expulsion. C'était la deuxième que je voyais. Et ce qui est malheureux, c'est de voir que certaines personnes arrivent en Europe, souffrent, sont heurtées à la réalité, mais décident que de toute façon, c'est mieux de rester là. J'ai même appris d'un journaliste récemment qu'une personne disait que c'était mieux d'être en prison en Europe que d'être libre en Afrique. Clandestin. Et quand vous y êtes, aujourd'hui on ne vous donne plus les papiers. Même les mariages, en général, vous
marié, au bout de 6 mois, on vous donnait les papiers, maintenant c'est 3 ans. Pourquoi? Parce que, non seulement, il faut aussi avouer une chose, c'est que on a des immigrés chinois, je vous assure, il y a des histoires qui sortent de cette communauté. Mais les Africains, tout ce qu'on fait est connu. Pourquoi? Parce que nous d'abord, nous-mêmes, nous savons exagérer. Donc aujourd'hui, l'Europe sait toutes les manigances. Les réseaux pour avoir les visas, on connaît. J'ai vu une jeune fille déportée à Roissy-Charles de Gaulle. Je ne sais pas comment elle est arrivée en France. On lui a refusé le retour. Je crois qu'elle venait de Kinshasa. Et elle, en fait, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'était la chance, en tout cas l'opportunité, parce qu'elle était assise à côté de moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, moi je préfère aller rester à Douala parce que je ne peux pas retourner chez moi. Je lui dis, mais et si tu restes à Douala éternellement? Elle dit, au moins ils croiront que je suis en France. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'elle ne pourra même plus appeler chez elle. Parce que si elle appelle, on va avoir 00237, on va avoir 0033. Mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui vont là-bas, vous dites, ah, elle est partie caler là-bas. Elle n'est pas partie caler, elle galère. Vous voyez quelqu'un, vous n'avez plus de nouvelles, elle galère. Vous voyez quelqu'un qui met 10 ans, 20 ans, 25 ans, elle galère. Si elle n'est pas morte, comme Madame va en parler tout à l'heure, elle galère. Mais elle vous dira toujours, oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Non, elle galère. Même moi qui suis assise ici, j'ai galéré suffisamment pour décider à un moment donné, et heureusement que j'avais la chance de pouvoir aller ailleurs. J'ai galéré. Même avec un doctorat, on ne proposait que des postes de secrétaire en France. Et je ne vous parle pas des années 60, je vous parle de récemment, des années 2000. Tout ce qu'on a trouvé que je pouvais faire à Paris, secrétaire, avec un doctorat, 10 ans d'université. Et même en arrivant en Angleterre, ce n'était pas facile. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai décidé d'ouvrir une maison d'édition. Ce n'était pas facile. Donc, c'est pour vous dire qu'avec tout ça, c'est parce que l'Europe est devenue dure. Rien n'est donné, ne croyez pas. Bon, j'entends les gens dire, oh, ici, au moins là-bas, l'euro. Je vous dis, parfois j'ai ma mère qui est là dans ma salle et qui me dit, ah, j'ai l'électricité à payer, elle me donne, elle me dit 25 000, 30 000. Je dis, maman, moi, mon électricité, c'est 500 000. Voilà. Et vous gagnez combien? C'est pour ça que je vous dis, c'est la galère. C'est ça la réalité. Quelqu'un va vous dire, ah, moi, au moins, si je fais le ménage, je vais gagner 100 €. Mais mon frère, dans les 100 € là, ton titre de transport te coûte à 30 € pour aller faire le ménage que tu fais là. Manger, ça va te coûter peut-être 20 €. Il faut que tu téléphones, ça va peut-être te coûter 10 ans, il est à combien? 60. Je continue? Hein? Je n'ai pas encore parlé du loyer. Non, je peux continuer. Et après ça, on vous appelle du Cameroun, on vous dit, ah, Western Union. Vous voyez? Il y a la pression de tous les côtés. Il faut qu'aujourd'hui on ouvre les yeux. L'émigration et l'immigration sont des problèmes. L'émigration, nos nations, nos pays, nos gouvernements doivent. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit déplorer. Nos gouvernements ne font pas assez en matière pour empêcher l'émigration des jeunes. Autant que l'Europe et l'Occident font maintenant suffisamment pour empêcher l'immigration. Donc c'est ça le véritable problème. J'arrêterai là pour l'instant parce que je prendrai des questions tout à l'heure. Bien, je vous remercie infiniment. Avec vos ovations, mesdames et messieurs, et je crois que c'était très émouvant ce que vous avez dit, et les unes et les autres ont pris bonne note, et tout à l'heure nous allons donc échanger avec vous sur ces questions qui sont très sensibles et qui nous interpellent tous. Et j'ai retenu d'entrée de jeu, quand vous vouliez communiquer, vous avez dit, on m'a envoyé. Vous avez dit, je vous cite, oui, on m'a envoyé. Cela veut donc dire que quelque part, quelqu'un avait pris sur lui de choisir pour vous, c'est-à-dire de vous envoyer en Europe. Alors là, il y a toute une problématique. Les parents qui décident d'envoyer les enfants en Europe à tout prix. Voilà. Et d'autre part, puisqu'on a
vous avez évoqué ces questions cybernétiques. Pour ne pas sortir du sujet, il faut également ne pas oublier qu'il y a d'un autre côté l'immigration qui est agrémentée à travers des offres que l'on voit sur des banderoles en ville. Vous avez TV 2013 aux États-Unis, l'immigration américaine. Est-elle une immigration aussi à problème? Il y a également un autre pays, le Canada, qui propose plutôt fait le contraire. C'est-à-dire ici au Canada, à travers le net, vous avez des appels à candidature pour immigrer au Canada. Voilà autant de problèmes que l'électorat cybernétique nous pose comme problème et qu'on doit normalement et régulièrement ici autour de cette table analyser. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you Professor Bongasutan Lakishani, ex-Chief right, who has just arrived and who is a professor at ENS in the Department of Philosophy. He taught abroad, namely at the Université Gregorienne in Rome. He did his PhD at Sorbonne in French, and he had also a PhD in English. So he has 2 doctorates. You know very well that I think before yesterday we were celebrating the day of bilingualism. You must know that we have a goal in this country. It is that everything we do must therefore be in the 2 official languages, English and French. And you must also know that the University of Yaoundé is a bilingual university, and that's why on this panel we have someone from the English speaking expression, and then later on he will also speak about migration and travel literature and his experience after Dr. Odile Tokolo has spoken. And then I think it is time for me to pass the floor to Dr. Odile Tokolo, who is teaching public law at the University of Yaoundé too. Merci professeur de me donner la parole. Je ne sais pas comment commencer parce que Régine Foumou, qui est une petite sœur, me fait trop d'honneur. Et je suis très contente par le simple fait que quand quelqu'un dit qu'il a pris l'exemple sur vous, je ne sais pas, on ne peut pas être plus que, je ne sais pas quel est le prix, plus que récompensé dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, la seule chose qui porte le plus, c'est l'argent. Mais là, une fois aussi, je disais, un jour, le jour où j'ai eu le plus grand, où j'ai gagné le plus grand prix, ou je ne sais pas comment le dire, c'est le jour qu'on m'a payé par un bonbon. Quand j'ai commencé à enseigner en Europe, il y a un jour comme ça, j'ai distribué les notes. Imaginez quelqu'un, un élève qui vient d'une composition et il arrive là en train de remémorer tout ce qu'il a eu à faire et ce qu'il n'a pas pu écrire. Il trouve sur sa table sa copie avec une autre, je ne me rappelle plus, ça devait quand même être un peu plus de 16. Tout d'un coup, comme ça, il s'est levé. Il m'a dit, Madame, vous voulez un bonbon? Spontanément, elle m'a dit, Madame, vous voulez un bonbon? C'est ce jour-là, j'ai été le plus payé. Parce que là, ça montrait tout ce qu'il avait de plus cher en lui. Et c'est ce qu'il m'a donné ce jour-là. Et c'est de la même façon que quand Régine vient je ne sais pas, vient me faire cet honneur aujourd'hui, je suis très contente. Et surtout aussi très contente de voir
sa trajectoire. Elle ne s'est jamais découragée. Au moment où moi je finissais pour rentrer ici, elle était encore en plein cursus. Et à chaque fois, elle n'a jamais cessé de me dire que c'est moi qui l'avais inspirée. Et à chaque fois qu'elle vient ici, elle fait toujours appel à moi pour me montrer ses progrès. Et je suis très fière d'elle. Oui. Aujourd'hui, elle parle de problèmes d'immigration. Elle, comme moi, nous sommes allés par les moyens légaux. Et c'est ce qui est difficile à dire aujourd'hui, d'autant plus que c'est nous autres, nous Africains, pas uniquement les Camerounais, c'est la voie de la facilité que nous avons choisie. Et quand je suis dans les amphis, quand je vois les étudiants, pendant que l'enseignant parle, un téléphone sonne, allô, oui, et parfois, soit ils se lèvent, je me demande est-ce qu'ils savent ce qu'ils perdent. Oui, maintenant tout le monde veut émigrer en Europe. La vie est facile. Quand on rentre de là-bas, on porte un beau costume, tout le monde admire. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Moi, comme ça, j'avais ma carte de résident. Et qui pourrait encore, quand je suis rentrée ici en 97, et beaucoup de gens m'ont dit comment tu as fait pour rentrer ici avec toute la misère, pourquoi tu n'as pas choisi trouver un blanc. Bon, je n'arrive même pas souvent à répondre. Quand j'arrive à répondre à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, si c'était le fils de Mitterrand ou de Chirac, c'était à mon époque, ou bien alors d'un haut fonctionnaire qui m'avait demandé un mariage, j'allais partir pas avec ceux qui vont me demander que, bon, la baguette qu'on a achetée ce matin, il faut savoir qu'on va encore, il faut garder pour demain. Ça veut tout dire. Bon, ce n'est pas que c'est... Pardon, j'ai un peu de... L'Internet est venu amplifier le phénomène. Le phénomène a toujours existé, les mariages. Mais à l'époque, avec notre poste qui ne marchait pas, les courriers ne parvenaient pas à leur destinataire. Maintenant, avec Internet, c'est plus facile. Mais malheureusement, et j'hésite à parler de ces choses-là, puisqu'il y a ceux qui peuvent en parler mieux, comme Madame Bobela, qui est une militante très acharnée sur ce problème, et même, Régine, ici. Parce que c'est un phénomène, et même quand tu veux sensibiliser les gens, pourquoi des gens comme moi, je n'ai jamais encouragé quelqu'un de ma famille. Si j'ai des moyens, comme elle disait, s'il y a des moyens légaux, parce que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, moi, elle a dit que les seuls postes qu'on pouvait lui offrir, c'était secrétaire. Moi, je vous dirais que quand j'ai dit j'enseignais dans les lycées, parfois on devient frustré. On devient frustré pour ce qu'on est. J'étais souvent le plus diplômé. Si bien que j'avais même peur de dire mon niveau. J'enseignais dans les lycées professionnels, voire genre comptabilité, gestion, l'initiation à la comptabilité et à la gestion. Mais j'ai dit, comme elles sont là pour vous parler de ces problèmes d'immigration en Europe, il ne faut pas trop se voiler les yeux. Nous autres qui avons eu la chance de partir et de revenir, nous en savons beaucoup de choses, mais que nous n'osons pas parfois parler. Parce que dès que vous voulez ouvrir la bouche, on va vous dire, oh, toi tu es jaloux des autres, tu ne veux pas le progrès des autres. Et malgré tout ce qu'on peut voir ou entendre, quand on va dans les cybercafés ici, vous allez voir le nombre de jeunes filles. Et ce qu'elle disait, c'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai vu des peu de ces cybercafés. Je ne peux pas le dire qu'il y a peut-être 6 ou 8 ans, quand ça commençait, je suis allée dans un cybercafé.
Je ne comprenais pas, j'ai vu des petits enfants de 8 ans. Je les voyais seulement. Moi, j'étais occupée ici. J'ai vu ça. Je les entendais. Quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai vu? Vous ne pouvez pas imaginer. Quand elle parle d'interdire, qu'on les sensibilise pour interdire ça. Mais j'ai dit, comme j'ai souvent des réflexes, je n'ai pas perdu les réflexes de l'Europe. À un moment, j'ai imaginé appeler la police. Après, je me suis dit, ou c'est toi, ou c'est moi qui suis folle, ou c'est les autres. Parce que je n'arrivais pas à comprendre que, quand j'ai regardé, il y avait une femme, et les petits enfants de 8 ans, quand j'ai demandé à celui qui gérait, oh, mais bon, j'ai dit à partir de 17 heures, j'ai vu des enfants de 8 ans. J'ai arrangé mes affaires, je suis sortie. Parce que c'est... Et à partir de là, j'ai dit, vous ne pouvez rien dire à quelqu'un ici, surtout les jeunes filles qui cherchent la vie facile, parce qu'on a vu tel ou tel porter tel ou tel vêtement, mais on ne sait pas à quel prix. Donc je suis très content que les gens qui passent le temps à étudier ce problème, de pouvoir vous entretenir à ce sujet. Je pense que j'ai tout dit. Merci. Je vous remercie, Dr Tokolo Odile. Nous saluons en même temps l'arrivée de Monsieur le recteur Guy Tchaladjomo, qui est le vice-recteur en charge de la recherche et de la coopération à l'Université de Yaoundé 1, qui a été le grand artisan de l'organisation de cette rencontre. C'est grâce à lui que nous avons pu mettre les bouchées doubles pour que ces échanges deviennent aujourd'hui et maintenant réalité. Gratitude avec votre réaction. Merci. Avant que vous n'arriviez, Madame Régine Foumou a fait sa communication qui était beaucoup plus dans la praxis. Et elle a donc évoqué toutes ces difficultés qu'il y a à mieux cerner ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau, de ce canal, qui cache beaucoup de choses, à savoir des inconnus à l'autre bout, vous appâtent et finalement des gens abandonnent des relations sincères ici pour s'acoquiner avec des personnes virtuelles qui finalement les abandonnent et les vouent au chémounis une fois qu'ils sont de l'autre côté de la barrière. Régine Foumou, in English, because she has two versions, one in French and another one in English. She living in Great Britain. Professor, you have the floor. Thank you very much. It's a pleasure actually to meet a writer of this caliber under these circumstances. I would like first to pay her tribute for writing a very daring novel and an updated novel from the point of view of content, an updated novel from the point of view of our interest, an updated novel from the point of view of global politics. I would also like to say that as Professor Matateo, the Vice Director of Ecole Normale said, I have traveled and I have lived through some of these experiences, either directly or indirectly. But I will start by telling you that the other day I saw the team that was playing Malabo, and I telephoned my mother to say that, Mommy, do you know that Panya has won? And Mama said, which Panya? I said, where my dad was. And she said, I've never been there. But what I am trying to tell you is that although I come from the Northwest Province and very far in Gui Division, my father lived through immigration. He left there, went to Lagos and so on, and ended up in Panya where they thought that he was dead.
Now, it is when he came back home that the people realized that he was still alive, and he narrated many things that he suffered. I'm drawing your attention to one thing, that I didn't know this side of my father's travels until I came back from Italy, and I could talk with my father in Italian, and he would speak in Spanish, and we could communicate. What I'm saying is that after some time, I started listening from other people who had been to that Panya, namely Malabo or Equatorial Guinea today, who were asking behind the back of my parents, of my father, whether he had children in that place. And of course, my father had it. So I am trying to tell you that immigration is not starting today. My father died in 1980 at the age of 78. So you can imagine that people have been traveling in Africa. They have been going from one country to the other. So our own generation is not the first one to go abroad. It is the way we go abroad that I think the emphasis here is laid. And it is also what we go and do that the emphasis should be seen as positive in a novel like descent into hell in the land of human rights. If I am drawing your attention to an African immigration, I'm not saying that the African immigration now to Europe or then to Europe was the same. I remember that in our time we did, and we also saw people who came. I would like to put this exchange of experiences to you that I had some students who come to Paris when we were there. And when they came, one of those students today, to my greatest honor, is a parliamentarian. Thanks to that, what did he abandon here? He was making rice in between Fumban and Louis Division. He was cultivating rice. But at the time, we took him from there and he came to Paris. Whereas another person who was very good in art, I told him that he should come to Paris, and he told me, I don't know French and I don't want to learn French. So he stayed back. Today he regrets. I also saw women come to Paris in their numbers. I also knew that there was clandestine prostitution between the students, some of the students who lived in Paris, our contemporaries from Cameroon, from other African countries. But it was not this type of prostitution which you find in Descent into Hell, in the land of human rights. This one is an experience that I think the writer really brought out with very clear and with a very clear dexterity that should be praised, not only for the topic, not only for the topic, but for the fact that this one is what we all regret that is not exchanged. Now, let me just give some experiences. In Italy, there were fewer Cameroonians and in Germany. There were fewer Cameroonians in Italy than in France, Germany, or Britain. Today, the immigration that we have takes Cameroonian, especially the girls, to any country in Europe without discrimination. Now, what I gathered from her work,
from the point of view of content, I don't need to overstress because she already presented it. And being in our midst, I thank her very much for that. I was only coming to hear just a sentence in her voice, which I heard. And I really say I'm happy with that. Because if I get that voice again in the internet, I will know. Now, it is from the point of view of reading the English version that I was also equally impressed. Because this is the first novel. This is a self-translated novel. This is a novel about that touches on our traditions, that touches on our most intimate life, and that touches on cultural contact, and touches over and above everything on the traveling novel, the one you call traveling novel. I remember that we do have some snapshots of a journey to the Congo by, I think, André Gide. Is that? Mm-hmm. That novel gives us some aspects of traveling literature. And that traveling literature is so important for us that I have a weakness. Is this that I am not practicing literature. I am in philosophy. So what strikes me are more the semantic nuances that literary novelists or novelists present. So that one is where my observations will be going. But I am not presenting a paper. I am exchanging our experiences. So I will leave it here. Rather, I don't want to be long. And I will leave it here and again say that besides the joy and interest I personally gathered from reading Regine Mfumo's first and self-translated novel in English, certain questions keep coming to me, but I think I would get those questions out when the time is there, or otherwise it would be better I put them into writing. Thank you very much. Also, Kishani, for this testimony and the reading notes of the English version of the novel of our author. Now comes, the time for us to witness live on some documents, authentic documents, what we are really talking about. I will pass the floor now to Madame Amélie James Kobila. As I said earlier, I'm not sure I will be able to present her because she has so many facets, and then it will be easier for me to pass the floor directly to à montrer une partie, mais le travail avec les grandes polices du monde à un moment est nécessaire dans le cadre de mon travail, parce qu'on est face à des réseaux de grands banditisme international. Ce sont de grands banditismes, ce sont des gens qui sont des assassins qui tuent. Oui, mais pour collaborer, il faut passer par là pour les foutre en prison, et je n'hésite pas quand je pense. Voilà. le public voudrait savoir qui vous êtes. Ils connaissent, je suis James Kobila, je suis une femme honnête, tout simplement. Une femme qui a donné son temps, son engagement pour la cause de la femme noire et africaine que je suis moi-même à travers le monde, notamment en Europe, où l'image de la femme africaine n'est plus bas que terre. Donc je suis aussi là pour leur dire que la femme africaine est aussi intelligente qu'eux, sinon mieux dans certains domaines, parce qu'il faut savoir que moi, mon travail n'est sorti qu'en 2005, et il était tellement bon qu'il a battu tous les autres, et aujourd'hui je suis la meilleure. Et c'est aussi notre façon. C'est aussi une façon pour moi de lutter contre ce racisme, c'est le culte de l'excellence. Et moi, l'excellence, elle est physique, elle est psychique, elle est interne, elle est externe. Ça veut dire que vous êtes un expert, vous avez des gens qui viennent du monde entier, qui viennent vous voir, qui paient des sommes faramineuses pour que vous veniez donner des cours dans les universités,
pour que vous veniez former la police internationale. Et ça, là, je suis fière de ça parce que aujourd'hui, je suis toujours camerounaise, je n'ai pas changé. Donc, je suis juste cette femme-là qui sent ces choses-là, qui vient aussi au secours de cet enfant africain qui est devenu l'alternative à la misère, qui est aujourd'hui, depuis 2010, pour ceux qui suivent un peu les rapports, l'enfant le plus vendu dans le monde, l'enfant africain-camerounais, du nord-ouest notamment, parce qu'il est moins cher, c'est le moins cher du marché. On parle de 500 € de l'enfant nigérien à 2,65 $ l'enfant camerounais. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que ces choses-là, il faut mettre les pieds dedans. Et c'est aussi ça mon travail. La merdeuse publique, je mets les pieds dans le plat et je mets ça en pleine figure pour dire ça doit pas au secours. Et si je suis là aujourd'hui aussi, donc je ne peux pas expliquer, je suis vraiment une militante. Et pour vous éviter la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous gagnez? Il n'y a rien, c'est facile à vérifier. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'argent stocké. Je vis de mon expertise, qui est devenue comme un métier où on vous invite à travers le monde pour donner cette expertise. C'est ça que c'est avec ça que je vis, parce que les livres ne se vendent pas au prix où on les vend à n'importe des étudiants ne peuvent pas les avoir ici, donc voilà. Donc je suis juste une patriote, ça existe encore des militants de cœur, et moi j'adore mon pays, j'adore l'Afrique. Donc maintenant là, je vais mettre juste 15 minutes à peu près. On ne reviendra pas sur toutes les grandes formes. Je vous avais déjà entendu plusieurs fois sur les télés, les détails sur les formes d'immigration. Je veux juste rejoindre Régine dans cette manière dont elle vous présente cette immigration, en disant qu'aujourd'hui, les chiffres sont catastrophiques. Le Cameroun est le pays de transit. Et là où nous sommes le plus gros pourvoyeurs, c'est au niveau des jeunes femmes. Avec le Nigeria, nous fournissons 80% des femmes noires sexuellement exploitées dans le monde. Voilà, et nous sommes premiers. Tout l'espace Schengen, quand le Cameroun est premier, le Montréal est deuxième. Mais le Cameroun est plus souvent premier que deuxième. Donc nous deux, on se tape les premières places à tous les niveaux. Et ça, c'est dérivé. Depuis 2010, les enfants camerounais sont les deuxièmes les plus exploités. Voilà. Donc on a un pays qui est là, une jeunesse qui est là. Et il y a maintenant la question, c'est de dire, est-ce que l'Eldorado existe vraiment de l'autre côté de la mer? Est-ce que toutes ces sociétés internationales qui puissent dans notre pays sont dans notre pays par philanthropie ou il y a une richesse ici? Alors s'il y a une richesse ici, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ça c'est déjà une question. L'autre question c'est, des jeunes comme vous, des bacs +2, +3, +4, +10, est-ce qu'aujourd'hui vous allez dire que tout ça n'a pas compté et que votre avenir se trouve dans les poubelles de ce que ce continent présente le plus sale? Parce que l'immigration aujourd'hui a pris une forme qui est désespérante. Les gars ne vont plus pour l'université. Croyez-moi, comme disait Régine, quand vous allez là-bas en toute légalité, mais il y a de quoi prendre. Les formations, vous avez tout ce qu'il faut. Les pays s'occupent de vous quand vous êtes en toute légalité. Mais aujourd'hui, la migration, ici, aujourd'hui, notre jeunesse qui décide de partir, elle ne fait même plus attention à la manière de partir. Ça veut dire que vous partez dans les pires conditions où vous n'allez rien ramasser. Et nous parlions tout à l'heure, par exemple, de la féminisation de l'immigration. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau d'un pays comme la Suisse, on n'a même pas de concurrent. C'est camerounais. La Suisse maintenant chasse les Camerounais dans certains coins du pays. Ils n'en peuvent plus. Ils ne savent même plus comment faire. Et nous, on va, et comme elle disait, pendant que les Camerounaises remplissent les trottoirs, vous savez, les Polonaises qui viennent aussi remplir les trottoirs, résultat, ça se castagne, ça se flingue comme n'importe quoi, et nous, le soir, on passe avec les ambulances, on ramasse les cadavres, on fout dans les fosses communes, et après, les réglés. Et vous avez ici des familles entières qui disent, ton enfant est en Europe, il n'écrit pas. Oui, il n'est même plus là. Il est parti depuis. Mais il n'y a personne pour venir vous donner ces réalités-là. Tout à l'heure, on va vous montrer 5 minutes d'un témoignage. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est le fameux film qu'a fait M. Mogo de cette jeune fille qui va expliquer comment elle a été prise sur Internet et qu'elle est partie. Malheureusement, elle n'a pas juste le temps de parler puisqu'elle va être tuée 5 minutes après. En pleine interview, on va me la poignarder. Donc, ce sont des choses, et la famille nous a donné l'autorisation d'utiliser ce témoignage-là parce qu'elle seule, elle représente des centaines de filles dans ce domaine-là. Moi, la question, c'est que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'il faut que vous sachiez que pendant que vous décidez de partir de ces pays qui sont quand même les vôtres, c'est vrai qu'on demande des droits, il y a un travail à faire au niveau de l'État. Mais avant d'arriver au niveau de l'État, moi aujourd'hui, ma question était à la jeunesse camerounaise que vous représentez, c'est que vous-même, vos vies, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Quels sont les comportements que vous avez qui vous exposent déjà à cette fragilité? C'est vrai qu'il y a un problème économique, il n'y a pas de travail, mais qu'est-ce que vous-même, dans votre propre vie, faites pour déjà vous-même vous enchaîner les pieds? Ce sont des choses
sein, c'est des rapports sexuels inconscients, c'est non couvert, c'est le sida que vous ramassez. Combien d'entre vous sont déjà papa? Vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de travail, vous vivez encore chez papa, mais les enfants coulent au quartier. Ça là, il faut parler. Du coup, vous vous retrouvez en première année, vous avez 3 enfants, vous devez quitter la maison, vous commencez à louer un petit studio quelque part au bas-fond de la briqueterie quelque part. Et la copine qui est aussi à l'école, vous êtes des intellectuels, les gars, des intellos. Il y a un truc simple, on ne va pas aller chercher le président d'IA, chaque fois vous voulez faire un rapport, il vient de mettre un préservatif, les gars, c'est ça. Je veux dire, à un moment, il y a une responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que votre vie, ça va être les poubelles de l'Europe. C'est un truc qui fait mal au cœur. Regardez-vous. Donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, l'école, arriver au bac, être à l'université, vous allez réduire ça à un tas de poubelles dans un coin de l'Empus de Clignancourt. Et moi, vous voulez que moi j'arrive à faire pour vous dire, les gars, on va faire un projet. Si vous n'êtes même plus capable de prendre soin de vos vies, moi je ne peux pas venir après la soulever. Ce que je voudrais éveiller en vous, c'est que cette immigration-là, elle est stable, il y a une espèce, ce qu'on appelle au moins la respectabilité, il y a la dignité de l'être humain. Je vais vous éviter le côté religieux de ceux qui sont religieux, qui parlent du temple du Seigneur et tout le reste du corps. Je parle juste de votre dignité, de votre avenir. Quelle est la définition que vous-même vous donnez à vos vies? Aujourd'hui, les modèles de réussite dans ce pays sont des jeunes filles qui s'explosent les rangs à longueur de journée à boire de la merde de chien en Europe. Et quand elles arrivent ici, tout le monde est derrière. Il faut que vous compreniez. L'Europe ferme ses portes. Vous avez tous été au courant quand Sarkozy a nettoyé les routes. Il n'a pas fait ça dans la dentelle. C'est interdit. Une fille africaine sur les rues, il a même interdit à tout le monde. Mais les Africains, maintenant, ce qu'elles font, comme elle vous a dit tout à l'heure, avant qu'elles arrivent, il y avait les Albanaises, il y avait les Polonaises, qui étaient déjà 10 €. Les Africaines sont venues, elles sont à 8 €, 6 € la place. Vous comprenez donc avec ça, c'est pas avec ça que vous allez construire les villas qu'on construit ici en un an. Donc il faut aller ailleurs. Ce que les Européens ne font pas, ce que les poursuivants européens ne font pas, parce que c'est bien entrer vers les impôts. Donc elles protestent encore qui est un outil de travail. Les nôtres, elles rentrent dedans. Donc drogue. Quand vous prenez jusqu'à 30-40 personnes dans la journée, il faut vous droguer pour tenir le coup. Quand vous rentrez dans les choses les plus sales, et les choses les plus sales, comme on vous montrera tout à l'heure, c'est toutes ces formes de choses qu'on est obligé de faire, telles que les équilibres, tels que les trucs. On ne voit que le prix qu'il y a derrière, mais on comprend bien que pour se mettre dans ce genre de tournage, on est obligé de vous droguer, vous devenez toxico. Et c'est ça qui tue. Depuis 10 ans, je ne sais pas combien de conflits j'ai réglés ici au Cameroun. Parce qu'il faut bien expliquer aux jeunes filles que quand vous rentrez dans ces choses-là, l'alcool, le tabac, la drogue, les infections, les maladies et tout le reste, votre vie est divisée par 5. Donc il faut que les familles s'attendent qu'au bout de 5 ans, il y a une chance sur 2 que vous reveniez dans un cercueil. Et à ce moment-là, n'allez pas chercher les marabouts. Pour expliquer que c'est la tante qui a tué par jalousie, parce qu'il n'est pas parti en Europe. Ce sont des choses d'habitude. Parce que toutes ces filles-là, quand elles descendent ici en Sénalène, beaucoup d'entre elles n'ont plus de virus parce qu'on a enlevé multiperforé. La plupart d'entre elles portent des couches parce que les corps ont tout lâché. Il n'y a plus un système d'organes qui fonctionne. Tout est abîmé. Et c'est ça les conséquences. Quant à la jeunesse, c'est vous qui avez le Cameroun de demain. Quand vous décidez que vos doctorats, tous vos résultats ne servent à rien, vous avez décidé que ces doctorats-là vont servir pour nettoyer les routes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, même eux, ils ont besoin de donner du travail aux leurs. Donc, comme il vous dira, il y a une préférence européenne. Ce n'est pas du racisme. L'Europe s'est agrandie, 24 pays sont entrés d'un coup. Il faut ramener ces pays-là au niveau des pays comme la France, comme les autres. Ce sont tous les pays de l'Europe de l'Est. Et là, face à vous, vous ne faites pas le poids. Qui va s'occuper de vous? On ne va pas s'occuper de vous. Donc ne pensez pas que vous pouvez toujours partir parce que vous n'êtes pas les seuls entrés là-dedans. Et c'est normal que ces personnes mettent sur pied des politiques qui vous empêchent de rentrer. Vous êtes des parasites, ils n'en veulent plus. Donc à partir de là, vous savez ce que vous devez faire. Moi, je reconnais aujourd'hui que mon travail a beaucoup aidé dans ce sens-là parce que beaucoup d'entre nous ont utilisé les regroupements familiaux, ont utilisé les adoptions, ont utilisé les mariages pour faire entrer tout et n'importe quoi en France, notamment les enfants et les femmes à destination du trafic. Comme elle vous disait, les renseignements généraux ont maintenant les yeux sur toutes vos maris. Maintenant, ils connaissent. Lorsque M. Sarkozy a sorti l'histoire de demander l'ADN pour tous les Africains qui ramènent les enfants en Europe pour être sûr que ce sont leurs enfants, tout le monde a crié au racisme. Beaucoup ont marché dans le pays.
Mais il faut comprendre la base, ce sont les adultes qui amènent à ce genre de réflexion. Donc on en arrive dans ce système qui fait que vous n'êtes pas prioritaire, vous n'êtes pas un de leurs problèmes. Donc le problème c'est, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cadre d'immigration? Est-ce que vous allez continuer à laisser tout ce que vous avez ici à partir quand vous voyez que tous ces pays sont laissés par philanthropie? C'est ce qui prennent tout. La richesse, elle est sur votre main, elle est sur vos pieds. Mais la réponse est, cette immigration qui est devenue votre alternative, vous partez, c'est trop facile, ça c'est l'acheter. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites dans vos vies qui vous éloigne de tous ces risques-là? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est, que valent vos vies? Que valent vos vies vous-même? Quelles sont vos propres responsabilités? Ce pays-ci est le vôtre. On n'a pas fait ceci, mon droit c'est ceci, et ton devoir à toi c'est quoi? Ton devoir passe à ton pays. Ton devoir de Camerounais, qu'est-ce que tu fais pour ton pays quand tu lèves le matin? Tu vas maintenant aller voir le président en disant, je veux travailler. Tu veux travailler, tu es plein de sida, d'abord tu ne sais même pas, puisque tu n'as même pas fait le test. Tous les jours tu as des rapports, tu ne te protèges même pas. Tu as des gamins qui naissent tous les 2 ans. Tu es une charge. Et demain, on va te donner un travail, tu ne peux même pas venir au travail parce que l'enfant est malade. Je ne parle pas de la mère de l'enfant qui est obligée de rester, qui manque des cours. Mais ce sont ces cours-là qui vous donnent de l'avenir quand vous ne venez même plus. Mais ça, ce sont des fausses charges. Vous vous engrangez, vous vous laissez les vies parce que vous êtes complètement distrait dans la tête, ça ne va plus. La situation est mauvaise, on part. Vous allez à l'esclavage. Ça veut dire que tous ceux qui ont lutté pour mettre fin à cet esclavage ont perdu leur temps. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous mettons dedans. Nous organisons. Aujourd'hui, ce sont les familles qui organisent, ce sont eux-mêmes les commerciaux de leurs enfants. Ils appellent les trafiquants, ils vendent à Douala, à Banela, à Yaoundé, à Bolova, Dertois, Garoua et Photocol. Voilà les points d'après. Ils sont là, on sait où ils sont. Les parents vont eux-mêmes vendre les enfants. Nous, on attend à 26 charges de bourse, ça va, on les récupère. Après, on met ce qu'on peut mettre en prison. Moi, je n'hésite pas, moi, je ne vous cache pas. J'en ai foutu beaucoup en prison. J'en ai sorti énormément aussi. J'en ai permis à beaucoup aussi d'avoir des papiers. Mais à un moment, à l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il m'a dit, Madame Kobela, c'est plus possible. Sur plus de 42 cartes de séjour qu'on a données, aucune n'est partie chercher du travail. Elles sont toutes mises à leur propre compte. En d'autres termes, elles ont multiplié les papiers, elles sont venues chercher les cousines ici, et elles ont créé leur propre filière, elles sont devenues leur propre patron. Et bien voilà. Le résultat, il faut partir ailleurs. Le seul problème maintenant, c'est de venir vous dire. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le mensonge africain. Tous ceux qui viennent ici avec des vestes, qui viennent flamber pendant 2 semaines, ayez peur de cela. Parce que je crois qu'il y a des témoins ici qui peuvent vous dire que la situation est tellement dure là-bas que certains Africains mangent dans les poubelles. Et ça, c'est une réalité. Ils vont le lundi matin fouiller dans les poubelles tout ce que les supermarchés jettent. Ils n'ont rien à manger. Ils volent les papiers. Ils prêtent des papiers, après ils viennent ici, ils font 2 semaines, on donne 500 à tout le monde, on s'en va. Il ne faut même pas croire, il n'y a aucun travail aujourd'hui disponible en Europe qui permette à quelqu'un d'y aller et construire les villas que nous avons ici en année. Il ne faut pas rapporter les gens. Ça, c'est de la piste de chien. Il ne faut pas chercher les biens dans ça. C'est de la drogue. Tous ces phénomènes qui sont vos frères, qui sont vos modèles de réussite, ce sont des tueurs, des assassins. Ces mecs ne laissent pas de témoins. Ils sont recherchés par les polices du monde entier. Donc quand ils réussissent au cours contrat, ils fuient, viennent se cacher dans leur pays et ils flambent en attendant de repartir. Mais les prisons sont pleines en Europe. Et ça, c'est quelque chose de facile à vérifier. Là, Interpol, les prisons sont pleines. Ils sont pleins là-bas. Mais aujourd'hui, ils sont vos modèles. Parce que vous décidez aujourd'hui que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'est rien. Parce qu'on cherche le chemin de la rapidité. Je n'ose même pas dire facilité. Parce que facilité, en endurant tout ça, c'est pas facile. C'est plutôt la rapidité. C'est peut-être aussi quelque part parce que la société a cédé. Nos parents ont démissionné de leur rôle d'éducateurs et sages de transmetteurs de valeurs et peut-être aussi de gardiens de ces valeurs. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente d'avoir Sa Majesté, Salah qui est là, parce que ce sont des personnes sur lesquelles nous devons nous poser maintenant, nous reposer, afin de commencer à remettre ces valeurs à la une. Parce que je crois que la plupart d'entre nous aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui, n'ayant pas eu cette éducation, vous n'avez plus le sens de cette valeur de la dignité. Ça veut dire que quelqu'un n'a même plus la valeur de son corps.
On va se vendre pour rien. Aujourd'hui, on trouve normal que des jeunes femmes, des belles jeunes femmes, des docteurs, des trucs soient là à bouffer de la mer tous les jours parce qu'il faut construire une maison, parce qu'il faut vivre à travers le regard des autres. Aujourd'hui, c'est ce regard qui est important. C'est ce matériel qui a pris le monopole sur nos vies. Mais à quel prix? Dans toutes les villes d'Europe, il y a des fosses communes. Elles sont pleines, mais là, on les brûle. Quand on ramasse ces filles dans la rue ou ces jeunes hommes, parce que ce n'est pas seulement un problème de filles, beaucoup de jeunes se font, je vous verrai tout à l'heure, des jeunes arrondissent leur fin du mois en couchant avec des bêtes. Mais comment ils vont s'en sortir si tous les jours papa et maman m'appellent, ou le père est malade, envoie l'argent et il travaille dans une banque? Il y en a là-bas. Après l'enfant est parti, il faut l'argent pour ceci, il faut l'argent pour cela. C'est ça le problème. La société a cédé. La société a montré aujourd'hui que c'est cet argent qui vaut tout. La valeur de l'être humain, la dignité, la respectabilité, l'honneur, le devoir, c'est-à-dire l'amour du travail, n'ont plus de place. Tu as l'argent, tu es le meilleur. Dans les familles, les derniers sont devenus les chefs de famille parce qu'ils ont l'argent. Les aînés n'ont même plus de parole. Et tout ça parce qu'on veut seulement partir. Quelle que soit la manière dont on remet l'argent, mais sachez donc que les gens vous attendent. Ils connaissent déjà tous vos plans, les faux mariages, les adoptions, les faits mal, les coupures d'argent, les trafics d'argent, trafic de monnaie, trafic d'êtres humains, tout le monde. La première fois que je suis partie à Londres, j'avais travaillé avec Scotland Yard dans le démantèlement d'un réseau de petits enfants africains de moins de 10 ans qui étaient vendus à Londres pour des sacrifices humains. Ce sont des enfants qu'on vendait pour être tués dans des rites sataniques. Mais vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici porter des enfants, sachant qu'ils vont les vendre à des sectes sataniques qui existent en Europe. Et le premier cas, c'était le petit Adam. Je ne sais pas si tu te rappelles. On avait trouvé les restes d'un enfant dans la Tamise, un peu comme le Fundy de Londres. Un fleuve qui part dans la ville. Il n'avait plus de mains, il y avait plein de choses qui manquaient sur son corps, plus de pieds. Je crois qu'il y avait les organes et le cœur qui avaient disparu aussi. Donc, en remontant en plein, il a trouvé un réseau de trafiquants nigériens et camerounais. Ils prenaient les enfants, ils vendaient. Et tout ça pour que les gens s'amusent avec ces enfants à boire leur sang, à manger leur corps, à manger je ne sais pas quoi. Et là, on en arrive à ça. C'est ça l'immigration. C'est-à-dire, le problème ici, ce n'est pas de vous dire de ne pas aller en Europe. Moi, je n'ai jamais tenu ce discours-là. Je vous ai toujours dit, rendez vos migrations gagnantes. Ça veut dire, prenez vos dispositions pour aller prendre le meilleur de ces continents. Parce que croyez-moi, il y a un meilleur là-bas. Mais ce meilleur-là, en prenant les voies que nous prenons ici tous les jours, on ne verra jamais ce meilleur-là. Donc nous, quand on arrive avec ce petit meilleur, on nous dit que nous, on a eu la chance. On a tous galéré comme vous. Moi, j'avais juste décidé que moi, on ne sourit pas. Et que je suis une femme intelligente. Et que je vais la montrer. Avec l'aide de Dieu, je suis arrivée. Donc si moi, je peux tout cela vous prouver. C'est juste la manière de faire. Quand on se respecte, on arrive. Quand on fait ces choses-là, il faut savoir tenir. Et l'immigration, telle que vous partez, ils vont continuer à fermer et vous serez toujours des bonnes bouchées pour les requins et vous serez toujours des domestiques. Et c'est ça qui est le véritable problème de l'immigration aujourd'hui, c'est de penser que vous pouvez tout laisser, le président n'a rien fait, l'autre n'a rien fait. Ils ont leur responsabilité. Parce que j'ai vu qu'en un an, j'ai compté le nombre de fois où j'ai vu le ministre de l'Ensuite dans les meetings politiques, toute l'année passée. Il était plus souvent à la télé. Je ne sais pas combien de fois il est venu voir ici. Mais je me dis, il y a quand même un problème dans ce sens-là, il y a peut-être que c'est vrai, mais je ne veux pas que vous dormiez dessus en disant qu'on nous néglige. Peut-être que c'est un aussi à temps que vous allez lui dire ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes réunis et demandez à votre ministre qui veut vous parler? Je suis sûr que c'est une démarche, on viendra vous voir, mais bougez-vous les fesses. Arrêtez d'attendre. L'immigration, ce n'est pas la solution. L'immigration aujourd'hui, tel que vous le faites, c'est de la santé, c'est la mort qui est au bout. Vous avez Internet, les jeunes qui sont tous les jours devant Internet, elles montrent leur corps. Au bout d'un an, au bout d'un mois, quelqu'un vient vous épouser, vous n'avez jamais vu, il faut les voir à l'aéroport, vous pouvez les embrasser. Elles traversent le rôle l'esprit olympique. Elles courent se jeter là, elles les embrassent, plein bouche comme si elles avaient déjà vu pour la première fois. Parfois même, il y a des familles qui ont le tata. Vous croyez qu'il manque les femmes en Europe? Vous croyez vraiment qu'il manque les femmes en Europe? Il y a des hommes en Europe qui sont très bien, mais vous ne les trouverez pas sur ces sites-là. Sur ces sites-là, c'est uniquement des pervers. Des gens qui sont capables de faire 10 000 km après un mois de connexion. Vous ne trouverez pas des hommes sérieux dessus.
Et quand on donne nos filles à ces gens-là, attendez vos pieds aussi ensuite. Donc moi, pour moi, l'immigration, je dis, c'est une question que je renvoie aux jeunes. Ou vous donnez sens à votre vie et vous dites, j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors vous dites, moi, mon avenir, c'est les poubelles de l'Europe. Et dans ce sens, vous me trouverez là-bas, je vous attends sur le temps. Bien, merci Madame Amélie James Corbina. Je crois que, comme on dit en latin, reste ipse loquitur. La chose par d'elle-même. J'ai plus besoin de dire que vous avez été au-delà de nos attentes. Et elle a une deuxième partie de son propos qui consistera donc, à faire une projection de ce qu'elle a observé et ce qu'elle a donc vécu. Mais auparavant, je voudrais passer rapidement la parole à Sa Majesté le recteur Guichala Jomo, qui est arrivé pendant que nous étions en train d'échanger et qui, évidemment, a quelque chose à dire. Je voudrais lui passer la parole pour son propos. Je suis un peu déçu de voir cet amphi si clairsemé, si plein de filles. J'avais espéré que nous aurions un auditoire bien fourni. Mais qu'à cela ne tient, je considère qu'il s'agit d'un problème de qualité et pas de quantité. Madame Corbina, je voudrais vous remercier. Moi, je vous connaissais de nom, mais avec certaines des activités que vous menez, je suis content que vous soyez là. Docteur Founou, c'est vous qui m'avez été annoncé pour cette conférence d'aujourd'hui. Donc, je suis content que vous ayez pu venir entretenir les étudiants et le personnel de l'université de Yaoundé. J'ose espérer que ce n'est pas la dernière fois. Je crois que quand le message va partir, peut-être que les prochaines fois, ils sont un peu plus nombreux. Docteur, je vous remercie d'être particulièrement pour venir parler de ce problème qui tient à cœur à tout le monde. Monsieur le directeur adjoint de l'école normale supérieure, merci d'avoir eu l'initiative et d'avoir marqué la com de l'université pour que cette conférence ait lieu. Alors, je voulais vous dire que sur le plan personnel, j'ai eu l'honneur et l'avantage de faire mes études universitaires à l'université de Genève, en Suisse. Je suis arrivé en Suisse, il n'y avait pas encore beaucoup de Camerounais. Les peu de Camerounais qui venaient à Genève travaillaient dans les organisations internationales. J'ai vu à Genève, peut-être qu'on était 3 ou 4 étudiants camerounais. J'ai vu monter en puissance l'immigration féminine en Suisse. J'ai vu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup la Suisse, mais quand je suis à Genève ou à Zurich, j'ai plutôt tendance à raser les murs, parce que je ne veux pas être confondu à tout ce qui s'y passe. Il en est de même quand je vais en France. C'est horrible. En France, je ne vous ai pas dit hier, quand on s'est vu à Paris, chez ma nièce, donc la fille a une demi-frère qui est avocate au barreau de Paris et qui a décidé de s'occuper des immigrants africains clandestins. Donc quand celui-là est arrêté, un des commissariats, c'est qu'on appelle ici, donc, elle est tout le temps en voiture en train de simuler Paris d'un coin à l'autre pour aller voir ce qui peut être fait pour ces immigrants. L'immigration n'est pas interdite. Moi, je ne vous dirais pas de pas immigrer, comme elle a dit tout à l'heure. Mon travail à l'université ici consiste précisément, entre autres, à organiser l'immigration de nos institutions. Parce que nous signons des conventions de coopération avec les universités, mais une immigration dont l'objectif est de doter le Cameroun des gens compétents. Ce n'est pas une immigration où je gagne de l'argent, où l'université gagne de l'argent, mais c'est une immigration organisée où l'université, où le Cameroun
gagne en compétences humaines. D'ailleurs, Sarkozy, à un moment donné, Monsieur le Président Sarkozy, à un moment donné, a parlé d'une immigration choisie. Tout le monde, c'était une levée de bouclier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, quand on y réfléchit bien, il a raison. C'est vrai que ça nous dépouille, ça nous prend nos meilleurs éléments, mais au moins, on sait que les gens qui vont là-bas ne vont pas aller souiller nos pays. Je ne suis pas spécialiste, mais je voudrais dire à Mme Kobela que vous faites quand même un peu de séparation dans votre lutte contre comment appeler ça? C'est pas l'immigration, c'est la prostitution. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Il fallait aussi insister. De plus en plus, les hommes sont concernés par ce phénomène. De plus en plus, les hommes sont concernés par ce phénomène. Les choses que nous croyions se passer ailleurs, aujourd'hui, elles sont devant nos portes, elles sont chez nous. Et il est important que jeunes étudiants vous êtes. C'est vrai que les cibles les plus faciles sont les femmes, sont les demoiselles, sont les jeunes filles. Il faut que vous soyez informés. C'est bien par les personnes qui passent leur vie à lutter contre ce phénomène. Que vous soyez informés et que la pauvreté dont on parle ici, que vous avez quelqu'un qui revient de Paris, qui vient, une dame, qui commence à construire une maison, qui commence à faire ceci ou cela, c'est bien. Mais de temps en temps, interrogez-vous, me faites. Hier, elle était avec nous, ici. Pas de métier, elle n'a pas été à l'école, elle n'est pas particulièrement belle, même si elle était. Elle est partie, elle vient, elle construit, elle envoie des voitures d'occasion, elle construit des immeubles. Mais cet argent-là vient. C'est parce que précisément nous ne nous posons pas cette question qu'on a l'impression qu'il suffit d'aller en France, il suffit d'aller en Amérique, il suffit d'aller, vous avez de l'argent, vous ouvrez la porte le matin, vous trouvez l'argent posé sur le pas de la porte, ou bien vous marchez quelqu'un, vous dites venez prendre l'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Et de moins en moins encore aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation. C'est le moment où les pays ferment de plus en plus les frontières. Même en Europe, le sursaut national, le repli identitaire est de plus en plus fort. Donc, s'il vous plaît, le gain de l'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut fournir un effort pour gagner de l'argent. Il faut fournir un effort. Et quel est l'effort que ces gens-là qui partent de chez nous, du fin fond de je ne sais pas quel village, qui tout d'un coup commencent à venir avec l'argent, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été. Je ne veux pas présumer de ce que le film qui va être projeté va venir, mais je voudrais vous dire que c'est un peu dans cette optique-là que l'Université de Yaoundé a récemment republié un texte qui avait été pris demandant aux jeunes filles de s'habiller décemment. C'est comme ça que ça commence. Bon, c'est vrai, on dit dans la Bible qu'on n'allume pas un feu pour le mettre sur le boisseau. Je veux dire, les gens qui disent, bon, une fille belle, il faut qu'elle montre, qu'on voit qu'elle est belle. Attention, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Nous ne sommes pas contre la beauté physique, mais nous voulons aussi qu'on mette l'accent sur la beauté intellectuelle, la beauté morale. C'est pour ça que nous sommes là. L'habillement, ça commence par ce genre de choses. Ça commence par le genre de choses que le secrétaire général de l'Université de Yaoundé a dénoncé dans son opus, je suppose que vous l'avez tous vu, le harcèlement sexuel. Ici, ce harcèlement ne parle pas seulement des enseignants vers les étudiants, il parle aussi des étudiants vers les enseignants. C'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre à dominer. On est à l'école, il faut travailler, il faut fournir un effort sur le faire réussir. Et c'est le seul chemin. Vous voulez aller en Europe, vous pouvez aller.
je suis à Paris, j'ai honte d'être noir. J'ai honte d'être noir quand on voit le spectacle. Mais évidemment, quand vous n'avez jamais été à Paris, vous n'avez jamais été en France, et qu'on vous en parle, vous avez l'impression que, et surtout que certains des films qui sont montrés ici, c'est des films où on vous montre des gens mènent une vie, une belle vie, ils sont dans des palaces, dans des grosses voitures, au bord de la mer, au bord des piscines, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est une infime partie qui vit de cette manière. C'est une infime partie. Comme disait Mme Kobila tout à l'heure, tous les Français ne peuvent pas trouver le travail. Et vous voulez qu'ils en donnent aux Camerounais ou aux Noirs qui n'ont aucun métier? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on revient à nous conclure. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de choses à défendre. L'Afrique, ce sont les Nigérians, non, les Sud-Africains qui étaient ici l'autre jour qui me disaient, Monsieur le recteur, nous pensons en Afrique du Sud que ce siècle, c'est le siècle du continent africain. Il faut qu'on en profite au maximum. Nous devons donc nous mettre au travail pour que ce siècle soit vraiment le siècle du Cameroun, le siècle africain. Mais pas en versant dans la facilité, que ce soit ici ou à l'extérieur. Dans nos études, dans nos manières de faire, dans nos manières de vivre. J'ai été étudiant en Europe pendant longtemps. Je peux vous dire que l'histoire de la pédophilie de la Constitution, ce n'est pas africain, ce n'est pas camerounais. C'est mondial. C'est un phénomène humain. C'est un phénomène humain. Étudiant à l'université de Genève en biologie, j'ai été approché plusieurs fois par des gens qui pensaient que, comme j'étais noir et étudiant, je n'avais pas le premier sou, donc on pouvait me proposer des choses que, oui, seulement c'est des choses qu'on ne raconte pas, on ne peut pas aller dire ça comme ça, mais ça arrive, c'est très courant. C'est très courant. Donc vraiment, chers compatriotes, je voulais vous dire ça aussi, que certains de vos responsables ont vu ce phénomène-là, connaissent un peu, le vivre d'une certaine manière, même dans leur famille, ou dans l'environnement, dans leur environnement, il y a ce genre de problème qui se pose. Quand vous dites à quelqu'un ne va pas à Paris, c'est parce que toi tu étais là-bas, tu as réussi, et tu ne veux pas. Moi je réussis. Nous pouvons aller en Europe. Mais allons en Europe en sachant ce que nous allons y faire. Vous me direz, et ça aussi. Mais quand je dis ce que nous allons faire, c'est quelque chose de bien qui vous valorise en tant qu'individu et qui valorise votre pays. Le Cameroun a la caractéristique d'être le premier partout. Partout, surtout, dans des choses, on se comprend. Mais l'université de Yaoundé est un peu première dans l'excellence, n'est-ce pas? Alors, je voudrais juste m'excuser à cause de certaines contraintes. J'aurais bien aimé regarder ces 5 minutes de que je ne dois pas partir. Bon, ce que Fabio veut, je le veux. En tout cas, merci pour cet entretien que vous avez accordé à l'université de Yaoundé 1 et je vous suggère de revenir très bientôt. Mais Madame Kobila ne vous a pas dit qu'elle est en mission ici. Elle est en mission ici dans le cadre de son travail envoyé par le Quai d'Orsay. Vous savez ce que c'est que le Quai d'Orsay? C'est le ministère des... si vous savez, non? Dites-moi ce que c'est que le Quai d'Orsay. Merci, monsieur le recteur. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce propos lénifiant et éclairant sur le sujet. Je vais très rapidement, afin que monsieur le recteur puisse aussi visionner ce documentaire, vous passer la parole, vous qui venez ici en mission de Quai d'Orsay, pour que vous puissiez donc nous éclairer davantage.
vous avez donc la parole, madame. Alors, le Quai d'Orsay, c'est le ministère des renseignements généraux français. Voilà, c'est des secrets. Donc, c'est Français. Français. Voilà. Donc, je suis en mission par rapport au démantèlement des réseaux, par rapport aux principaux réseaux qui utilisent beaucoup le territoire camerounais. Je vous rassure tout de suite parce que c'est plus un transit. Donc, je suis là un peu pour essayer de prévenir les gens, aller dans les villages, là où il y a des points forts. Voilà. Donc, ça fait 2 fois que je suis en mission, je reviens encore jusqu'au mois de septembre. Voilà. Merci. Merci, monsieur le recteur. Vous avez attention. Nous ne savions pas.